j'ai une immense nouvelle et vous l'avez sûrement déjà vu dans mes médias sociaux. QCO 2026 vient de faire le mariage avec les grands bâtisseurs et il va y avoir une surprise, le gala. Et donc, tout ça va se passer en 2026. C'est les événements les plus prestigieux de la construction et moi, je vous invite à venir vous abonner. Premièrement, au EQCO, devenez partenaire, prenez une table et aussi achetez votre passeport qui va vous donner accès à EQCO, les grands bâtisseurs et le gala qui aura lieu en novembre 2026. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous guider. Quel est le meilleur forfait pour vous? Donc, si vous êtes un dirigeant de la construction, vous êtes mieux d'être dans cet événement-là. Vous allez voir, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer. Donc, prenez les dates sérieusement. Ça va être le 23 avril pour le QCO, le 27 août pour le Grand Bâtisseur et le 7 novembre pour les galas officiels, les Oscars de la construction. Let's go! What's up, guys? C'est aussi podcast. Je suis votre host Ray Antonio. Prochaine discussion, construction et technologie. J'ai l'honneur de recevoir directement de Québec Guillaume Roy de Blackware Technology, le PDG et fondateur. Let's go! Comment ça va? Ronaldo, ça va bien, toi? Ça va super. Merci de venir, d'avoir accepté cette invitation-là qui tombe dans un bon moment. Ouais. Je pense qu'on est dans cette... Yeah. On est dans plusieurs phases de transition puis ça avance trop vite. Non, c'est clair. Je pense que du moment que tu as fait une transition, si tu n'es pas en train de voir la prochaine, ah ouais. tu es déjà en retard. Il y a un quote à Oxford University, si je ne me trompe pas, qui dit les entreprises du passé, c'était de bâtir des longues fondations. Fait que tu bâtissais ton usine, tu mettais ça en place, puis ça allait rouler pendant 50 ans. Puis à cette heure, il faut que tu apprennes à monter et démonter ta tente au fur et à mesure que ça bouge. Fait que les meilleurs business, c'est eux qui vont faire ça. Exactement. Je trouvais ça bon. Puis c'est très bien dit. Puis tu sais, on fait un podcast, on fait du contenu. Puis je trouve que encore une fois, tu sais, on est dans une province où est-ce que je trouve que pourquoi vous ne faites pas la même adaptation technologique? Parce qu'il y a les gros conflits, genre vraiment culturels de tu sais, continuez à écouter la télé, tu sais, j'aborde ce sujet-là juste parce que ça me touche. Comme, guys, vous commencez à évoluer, tu sais. Tu veux dire écouter la télé? Ouais. C'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas la télé chez nous. Là, je parle de Québécois ici, comme puis KP, je t'invite. Ah non, c'est clair. Mais parce que dans une transition, je vois cette discussion-là qui est beaucoup dans les médias par rapport comme leur slogan actuellement, c'est éteindre la télé, c'est éteindre la culture. Je suis comme, come on, man. Non, c'est juste ça évolue. C'est rendu à star sur le web, sur YouTube, sur des chaînes comme ça. Vous ne voulez pas vous adapter. C'est pour ça que les autres sont en train de gagner. C'est pour ça qu'il y a peut-être une petite chaîne comme ça. On peut avoir autant une... C'est que ça remet en question complètement les modèles d'affaires. Il faut comme recommencer. Ça, je pense que c'est le plus tough pour tous les business qui sont là depuis longtemps, je te dirais. C'est qu'ils ne commencent pas avec une page blanche. Puis Microsoft, une grosse compagnie à travers le monde qui l'a vécu. N'importe qui travaille avec Microsoft le sait, Excel Online puis Excel sur le bureau, c'est pas la même application. Ben, la raison, c'est qu'à un moment donné, le cloud est apparu. Microsoft, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur leur outil Excel qui est sur le bureau. Mais il a fallu qu'ils leur créent de zéro dans le cloud. Fait qu'ils sont loin de avoir rattrapé l'expertise et toutes les fonctions qu'ils peuvent créer à l'intérieur d'un l'app. Fait que tout le monde y passe quand il y a une entreprise un peu qui a plus d'âge, je pourrais dire. Mais je pourrais imaginer, regarde, juste dernièrement ici, au studio même, on est une petite équipe, là, on n'est pas plus que genre 4 personnes, là. Et on est en train de faire cette transition même plus AI sur certaines de nos opérations. Et même là, heureusement, c'est pas compliqué. La difficulté pour une petite équipe, c'est plus genre vraiment essai-erreur et peut-être budget parce qu'il faut que tu essaies. Puis quand ça marche pas, ça te coûte de l'argent que peut-être tu peux pas te permettre. Contrairement à une plus grosse boîte, tu as peut-être un budget de R&D, par exemple, genre comme, OK, ouais, vas-y, ça coûte ça, fais toutes les erreurs possibles, puis après, dis-moi quand tu es prête pour qu'on le release. J'ai pas ce luxe-là, mais on peut être plus créatif sur certaines choses. Ben oui. Mais je peux comprendre comme un Québécois, bouger, là, à s'en aller tout sur YouTube, faire ses revenus par YouTube ou des chaînes comme ça, ça doit être tough. Là. Ouais. Je connais pas le domaine, mais j'imagine tout le modèle d'affaires au complet. Juste, le monde à cette heure, ils disent hey, la météo, c'est pas fiable. T'as-tu remarqué, quand tu vas voir la météo, c'est jamais fiable, ça va toujours changer. C'est simple. À cette heure, ils font le revenu quand tu vas y visiter. Fait qu'il faut pas que ça soit fiable. Si tu y vas puis c'est fiable pendant 3 mois, tu y retourneras pas, ils feront pas d'argent. Fait qu'ils veulent pas que la météo soit fiable. Wow. C'est des modèles comme ça qui changent complètement que c'est vrai, dans le fond. Avant, il y avait un revenu garanti. Ils passaient à TVA ou à whatever, la météo, tu me suis ce que je veux dire, c'était tant par mois, ils cachaient leur argent, puis that's it.
La star, c'est tant que tu vas pas visiter le site web, ils font pas d'argent pour vendre des pubs. J'ai jamais vu comme ça pour la météo. C'est tout ça qui est en train de changer, que l'humain doit s'adapter. C'est gros, la révolution de l'IA. Moi, je le dis, là, c'est plus gros que l'électricité, l'Internet, puis le pétrole combiné ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, on est encore dans la bulle de l'IA qui va péter, comme le dot-com bubble à l'époque que d'autres ont connu. C'est en train d'arriver, ça, là. Prenons une petite pause. Comme vous le voyez déjà, Guillaume est crinqué. Mais pendant que vous l'écoutez, allez commander une pizza. De où? Pizza Salvatore. Puis je vous invite à utiliser le code promo YSP parce que vous allez recevoir 10% de rabais sur votre prochaine commande. Et une nouvelle qui vient d'être annoncée officiellement. DoorDash, maintenant, c'est la plateforme qui va faire votre livraison. Donc, encouragez Salvatore, encouragez le podcast, allez faire votre commande et retournons à notre conversation. Let's go. OK, parle-moi de ça. Juste parce qu'en ce moment, il y a deux discussions à ce sujet-là. On est dans une bulle qui va éclater bientôt. Mm-hmm. Et on est dans une... On n'est pas nécessairement, on est juste dans une croissance. Admettons, quelque chose qui est fou. Attends, je pense que c'est combien qu'il a investi pour Claude? Je connais pas l'investissement, je connais Claude, là, mais Claude, attends. Il y a eu 2 NVIDIA, et Microsoft. Je pense qu'ils ont injecté genre 25 milliards. Ouais, ben... Quelque chose de ridicule comme ça. Puis même là-dedans, il va y avoir des révolutions. Comme pas plus tard qu'hier, sur LinkedIn, une personne que je respecte beaucoup a fait un post par rapport à l'IA, justement, qui consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Bien, l'IA, c'est encore très récent, tu me suis? Parce que moi, j'ai commencé à en parler, à en apprendre là-dessus, puis à en parler en 2017, quand j'ai commencé à travailler avec Google en Californie, puis on se faisait enseigner un peu comment que le data allait fonctionner, comment ça allait changer un peu comment on travaille, tout ça. Puis... même pour eux, à l'époque, en 2017, ça fait même pas 10 ans, là, on s'entend, c'était très, très, très nouveau quand même. Tu me suis? Puis là, ce qu'ils vont créer, c'est ce qu'on appelle, là, c'est un nom, ça va peut-être changer de nom avec le temps, mais c'est le Organic AI. Ça va venir révolutionner l'IA que nous, on connaît aujourd'hui. Oups, excuse-moi. Donc, mettons, je vais essayer de te le vulgariser. Là, en ce moment, pour entraîner un IA, mettons, on parle d'un chat, il faut que tu lui montres 10 000 photos de chats. Il faut que tu prennes ces photos-là. Il faut que tu construises un bâtiment. Tu fasses un data center. Tu héberges ces photos-là. Tu les gardes là pour que l'IA puisse leur questionner puis aller voir dans sa base de données c'est quoi un chat. Rouler son algorithme. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui, oui. Okay. Rouler son algorithme puis dire ça, c'est un chat. Parce qu'il y a accès à des millions et des millions et des milliards, en fait, des trilliards probablement, de données sur les chats. Tu me suis ce que je veux dire? En plus de ça, il faut tout qui compute ça avec des gros processeurs comme l'investissement d'NVIDIA récemment qui a été fait pour te revenir et dire ça, c'est un chat. L'Organic AI, j'ai rencontré un des pionniers dans ça en Europe au début de l'été. Puis, il parlait de ça, imagine que maintenant, c'est plus comme un enfant, c'est comme un réseau neurone d'humain. Donc, un enfant de 4 ans, 2 ans, peu importe, tu lui montres 3-4 photos de chats, tu lui montres 4-5 chats, il va tout reconnaître les chats. Il n'y a pas besoin d'avoir du stock. Il n'y a pas besoin d'avoir un stockage de 10 000 photos de toutes les sortes de chats pour le reconnaître. Puis, il n'y a pas besoin de computing tant que ça pour le reconnaître. Fait que ça, tu vois, l'Organic AI va venir révolutionner comment on gère les AI nous-mêmes aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on bâtit des data centers, ça n'en plus finir. Puis peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de ça parce que l'IA va devenir plus fort, meilleur pour utiliser moins de données. Beaucoup. Mais c'est ça, c'est trop nouveau. Fait qu'on peut pas... Là, même ce que je te dis là, c'est un guess encore pour la personne, peut-être qu'il ne réussira pas à faire ça. Mais en bout de ligne, on va trouver une solution, le problème d'environnement que ça apporte, toutes ces choses-là. Tout le pied carré de la planète qu'on utilise pour faire des data centers, pour conserver de la donnée, tout ça va innover. Là. Tu vois, même ça, ça va se révolutionner, ça. Mais je pense que oui, je suis d'accord avec ça, parce que j'ai même vu genre une autre discussion qui disait que tu as besoin d'un data center vraiment immense, un gros warehouse, genre vraiment plein de serveurs pour faire la même capacité que qu'est-ce que le cerveau humain. C'est ça le concept du Organic AI versus l'AI actuel. Fait qu'on s'en va dans la singularité, dans le fond. C'est ça le but, de vraiment pouvoir tout faire ça dans... Puis là, on met pas la couche quantum computing là-dedans encore. Là. Moi, je suis pas un expert là-dedans. Je connais pas tant ça que ça, mais c'est quand même capoté, toutes les avancées technologiques. Puis on fait juste commencer à le voir, ça. Mais j'ai vu quelque chose encore plus sur ça, c'est dans un podcast. Ils ont mis dans un ordinateur quantique, en 4 minutes, ils ont réussi à calculer vraiment des données que dans un ordinateur normal aurait pris 250 ans.
Oh, oui, c'est des milliards d'années même. Là. Ils ont fait des tests avec Google. Là, je me rappelle plus des chiffres exacts, fait que je veux pas dire n'importe quoi, mais c'était des milliards d'années que tous les data centers auraient pris pour computer de quoi en quelques secondes. Mais comment ça marche, je le sais pas. Je suis pas un expert de quantum computing, mais les avancées de ça, selon les scientifiques qui parlent de ça, c'est que Star Trek, ça va avoir l'air de rien. Fait que c'est juste donne une idée. C'est comme les Jetsons à peu près. Là, comme... ouais, ça c'est rien, parce que c'est ce que le cerveau humain était capable de s'imaginer. Là, avec le quantum, ça devient vraiment changer complètement comment on voit la vie au complet. Là. Fait que... Mais c'est fou, tu sais, c'est comme j'avais jamais vu vraiment les data centers de cette façon que tu l'expliques. Parce que c'est vrai que peut-être avec le temps, ça va devenir plus petit. Puis fait que la crainte que, ça va être gommé, ça va vraiment gommer autant l'environnement. On n'a pas le choix. Parce que, tu sais, oui, tu sais, les choses accélèrent, puis, tu sais... On en veut plus aussi. Si notre cellulaire, admettons, si un cellulaire, dans les années 80, c'est une valise. Ouais, exact. Puis c'est rendu ça maintenant. Techniquement, puis, ouais. Puis la valise, elle n'avait pas de processing comparé aujourd'hui ce que tu as. Là. Exactement, c'est genre quoi, 56K? Écoute, je ne sais plus, là, mais c'est des fois 1000 probablement de ce que c'était. OK, mais c'est intéressant, regarde, parce que je me souviens, on a fait de l'appel, tu m'as parlé un peu de ton background. Fait que toi, en 2017, tu te fais former par Google, tu commençais déjà à voir vraiment on se promenait là-bas, puis on avait accès à des engineers là-bas, des data scientists. J'ai essayé des affaires vraiment capotées. Là. J'ai essayé le nouveau dépisteur de la NBA, qui est même, je ne sais pas s'il est utilisé encore aujourd'hui, mais moi, j'étais un joueur de basket à l'époque, puis j'étais sur un terrain de basket, puis je shootais, puis c'était tout le computer vision qui traquait ce que je faisais. Puis là, ben, tu sais, il savait comment de millisecondes, comment mon ballon faisait tourner par milliseconde, tu sais, quand je shot. Il savait l'angle de mon coude aligné avec le panier. Tu sais, il connaissait des stats que l'œil humain peut pas avoir. Puis après ça, il te ratait dans un tableau, savoir comment tu étais bon. Mais il tenait même pas compte de si le panier, le ballon rentrait quasiment. Là. OK. Il faut que je comprenne quelque chose aussi de ton profil, de qui tu es. Parce que, si je ne me trompe, au début, à la base, tu étais dans la construction. Tu étais dans la distribution. De matériaux de construction, ouais. Et de où tu as fait le saut pour t'en aller en technologie? Dans le fond, on n'avait pas une scène pour acheter un serveur. Ça a commencé de même. Parce qu'on est en 2010. Ouais. OK? Backtrack en 2010. Le cloud n'existe pas. Fait que là, moi, mon associé Stéphane, on se regarde, on dit on a besoin de courriel. Puis on peut pas s'acheter de serveur de 10, 20 000 $ à l'époque, tu sais, ce que ça coûtait. Puis c'était pas encore, on connaissait pas ça, l'hébergement, toutes ces choses-là. On n'était pas des gars techno. Fait qu'on appelle un autre de mes chums de gars qui est le fondateur de Blackware avec moi, Gilbert. Puis on dit hey, Gilbert, on aimerait besoin d'avoir des courriels pour notre compagnie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas s'acheter de serveur, on n'a pas d'argent pour ça. Puis là, c'est là que Gilbert dit il y a une suite Gmail, je sais pas si tu connais ça. À l'époque, c'était gratuit, mais pour entreprises Google sont en train de travailler là-dessus. Fait que pour nous, Google, c'est un moteur de recherche. Là, en 2010, on s'entend, c'était rien d'autre. Puis il commence à nous introduire à ça. C'est quoi sur un site web? Tu me suis? Même à l'époque, c'était Thunderbird qu'on prenait et on linkait. Mais très rapidement, on est embarqué dans le cloud. Fait que là, moi, sans le savoir, en 2012-2013, j'avais comme, imagine, un ERP dans le cloud avec la comptabilité déjà. Tellement que quand j'ai fait ma première fin d'année avec le cloud, mon comptable dit c'est illégal, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah ouais? Ouais, c'est la première affaire, mais il ne connaissait rien. Là, j'ai vérifié, j'ai dit mais non, j'ai le droit que je l'héberge sur un site web ou quoi que ce soit. Ça ne change rien, c'est juste un logiciel qui roule ailleurs. Fait que là, déjà là, je voyais que personne ne sait c'est quoi, personne ne sait comment. Puis des fois, même à terme, on a créé une plateforme en ligne, je pense qu'en 2013, on l'a lancé. On avait notre inventaire, nos prix en temps réel. Les gens pouvaient passer des commandes sur notre plateforme. Puis au début, quand j'allais voir mes clients en construction, ils me disaient « J'ai pas besoin de ça, moi j'ai déjà mon logiciel que j'ai été pris dedans. » Puis là, le boss, il dit « Mais il faut que tu ailles sur sa plateforme pour avoir ses prix ou que tu écrives un email pour mettre nos prix à jour. » Arrête de faire ça, puis il va direct sur sa plateforme, faire les commandes. Puis après ça, ça a commencé de même. Tape là dans notre logiciel, tu me suis? Fait que là, moi, je suis devenu passionné par ça. Maintenant, je suis tellement passionné par la technologie que je n'étais plus un bon président pour la compagnie. Fait que j'ai regardé mon chum Stéphane. J'ai dit « Hey, Steph, rachète-moi, puis moi, je m'en vais. Je vais partir avec Gilbert. On va faire Blackware à temps plein. » Puis on n'est pas pires amis. Puis ADRL, ça roule au bout encore aujourd'hui. C'est une entreprise qui est rendue beaucoup plus grande, mais quand même encore super agile, full accès sur le service, très, très cloud, très, très techno. Tu me suis ce que je veux dire? Ben, c'est intéressant ton profil parce que tu as l'air d'avoir une curiosité, mais très ouvert d'esprit parce qu'habituellement, les gars de construction, c'est pas du monde qui ont vraiment même... Non, mais j'étais pas un gars de construction. Là. J'avais 20 même ans, pas, fait que j'avais même pas eu le temps de devenir un gars de construction encore. Tu me suis ce que je veux dire?
J'avais 20 ans. Fait que c'est sûr que moi, il n'y avait pas de problème à essayer des affaires, à innover. Pas d'enfants, pas de femmes, rien. C'est le temps là, de te planter puis de checker si ça marche ou si ça marche pas. Cher patron de votre entreprise de construction, vous le savez que la première impression, elle est super importante. Moi, je vous invite à aller voir Middleman. Pourquoi? Parce que quand vous devez avoir vos suits pour vos meetings ou sinon votre soirée, vos galas, ben, vous devez avoir une impression qui déjà attire l'attention parce que c'est vous qui allez closer le deal. Donc, je vous invite à aller voir Middleman au 8815 Avenue du Parc, la suite 201. Encourager Middleman, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Donc, retournons à notre épisode et n'oubliez pas, Middleman. OK, je vois. Fait que tu as essayé un... Puis là, je me suis rendu compte que ce que j'avais créé dans mon entreprise, c'était le futur de l'écosystème de la construction. Fait que j'ai vendu en 2015, j'ai fondé Blackware en 2016. Puis justement, tu sais, je suis assez craqué dans la vie. Les gens qui me connaissent personnellement vont être capables de te le dire. Fait que j'ai dit, hey, c'est trop cool, qu'est-ce qu'on a fait. On va essayer de trouver une grosse compagnie comme Google, puis on va leur dire qu'est-ce qu'on fait, puis ils vont vouloir nous aider. Fait que là, imagine, genre novembre, là, ça fait longtemps, fait que tu sais, mes dates sont à peu près, mais la vraie date, c'est le mars 2017. Mais vers novembre, j'ai commencé à envoyer des emails chez Google, puis essayer de dire, hey, j'ai un projet à vous présenter, on est en train de travailler de quoi, on veut faire. Moi, dans le temps, je savais pas que ça s'appelait de l'intelligence artificielle, j'appelais ça un robot logiciel. Parce que j'étais pas tech, tu me suis. Fait que avec Gilbert, il connaissait pas encore non plus l'IA en tant que tel. On est en 2016. Fait que 2016, personne parlait du cloud. Nous, on était déjà full cloud, puis on voyait déjà le concept d'un robot logiciel. Puis c'est ce qu'on voulait créer à Toom, dans le fond, mon logiciel pour la construction. Puis je me mets à essayer d'achaler les gens sur Google, aucune réponse. Puis là, à un moment donné, on se fait appeler par, c'est genre février 2017, on se fait appeler. Mais là, ce qu'ils ne savaient pas, eux autres, c'est que j'avais déjà acheté les billets d'avion. J'avais déjà acheté les billets pour aller au Google Next le 1er en mars 2017 parce que je m'étais dit, s'ils ne me répondent pas par courriel, quand je vais être dans le face, puis je vais leur dire, hey, parle-moi, ils n'auront pas le choix. Fait que j'avais ce mindset-là déjà. Tu me suis? Fait que c'est vraiment le mindset d'un fondateur. Là, de foncer, tu fonces. Puis là, finalement, ils nous ont remboursé, ils nous ont payé pour aller, ils nous ont payé nos billets, notre hôtel pour aller là-bas. Puis on est débarqué là-bas, puis là, on a eu un accès privilégié, je te dirais, aux gens là-bas, sans dire que je parlais au CEO ou quoi que ce soit. Mais on a réussi à parler. J'étais dans un groupe privé avec Faye Feely à l'époque, la data scientist de Google en 2017, qui nous expliquait comment créer, comment les algorithmes allaient se créer, puis toutes ces choses-là. Comment gérer la data. Elle parlait de la bulle du AI, que ça allait faire, comme le dot-com bubble, toutes ces choses-là. Attends, c'est fou, parce que j'ai une anecdote que je veux te partager que je suis en train de vivre actuellement parlant, puis c'est beaucoup ce que tu es en train de dire. Mais ma question juste avant que je te partage, est-ce que durant cette période-là, quand tu étais en train de solliciter Google, avais-tu déjà un modèle d'affaires ou tu avais juste le projet puis tu voyais comme qu'est-ce qu'ils sont en train d'affaire? On avait un modèle d'affaires. À l'époque, on était une entreprise plus de services. On revendait les logiciels des autres. OK? Fait que je rentrais dans une entreprise, puis mettons, j'implantais Google Workspace ou Microsoft 365 pour faire une référence, Dropbox, des choses comme ça. À l'époque, là, tu sais, rappelle-toi, on est en 2017. Fait que t'es un courtier de plateforme, genre. Ben, Astor, c'est carrément une entreprise TI. Astor, tout le monde fait ça. Ouais. Tu me suis? Ouais. Fait que nous, c'est ce qu'on faisait à l'époque, en 2017. Fait que là, on se battait contre les firmes TI conventionnelles qui vendaient des serveurs, Windows Security, puis qu'on arrivait, puis on disait, ben non, Astor, tout est sur le sel, tout est. Tu sais, c'était plus limité qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les features qu'on a aujourd'hui. Fait que, bref, c'était très nouveau. Là. Le monde ne connaissait pas ça, puis c'est ce qu'on faisait. Mais dans le but toujours de créer Atom. Financer Atom. Fait que tout ça, tu le voyais déjà. Oh oui, on parlait. J'ai des papiers d'Atom en 2017-2016. C'était en avance. Regarde, je te partage mon anecdote par rapport à cette histoire, puis je pense que je vais le partager à mon partenaire parce que actuellement, là, ça fait quelques mois, on est rentré vraiment beaucoup sur la création de contenu à l'aide de AI. Fait qu'on est en train, vraiment de gosser, faire tout plein de trucs, puis je trouve qu'il y a certaines choses qu'on a trouvées qui est assez innovateur. Je le vois pas sur le marché. Puis moi, étant un gars de marketing, puis côté business aussi, j'ai comme monté un modèle d'affaires. Puis j'ai dit à mon partenaire, attends, il faut que j'écrive à OpenAI parce que j'ai peut-être quelque chose aussi de super intéressant que eux autres vont vouloir peut-être embarquer sur ce projet-là, puis ça va pouvoir nous aider. Il faut que tu fonces ou tu Puis ce que tu dis, c'est on dirait le parallèle de toi à Google, moi, que je suis en train de voir avec OpenAI. Le seul flag que je te lèverais, c'est dans la création de contenu, c'est les droits d'auteur qui est encore pas clair. Ouais. Ça là, c'est quelque chose que justement, l'IA, la techno amène. Justement, je donne une conférence le 3 décembre avec un groupe d'avocats pour la construction au Building Show à Toronto. Il paraît qu'il va y avoir 30 000 personnes là, cette année. C'est un des plus gros shows en Amérique du Nord. Là. Puis
Dans le fond, je donne une conférence, j'explique toutes les technologies qui vont arriver sur les chantiers ou qui s'en viennent ou qui viennent d'arriver. Puis après ça, on s'assit avec un avocat en droit du travailleur, propriété intellectuelle, droit de la construction, puis droit des permis de construction. OK? Parce que tout va être challengé dans un mode qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt actuellement dans le système à faire, à challenger. Je t'explique. En ce moment, quand il y a un litige, ben, c'est des humains contre des humains qui sortent des emails, qui sortent des genres de papiers signés ou des preuves de textos, quoi que ce soit. Mais si on arrive avec un chantier intelligent, que c'est tous des drones qui scannent tout, qui traquent les avis de changement, qui traquent les déficiences, qui traquent tous les pourcentages d'avancement des chantiers. Mettons, je te fais ça simple. Je suis rendu à 22 %. Mon drone, à moi, il me dit qu'il est plugué sur la maquette BIM, il dit tu es à 22 % d'avancement. L'autre drone dit il est à 24. Je te fais ça très simple, OK? Qui a raison? Puis s'il y a une erreur après ça au niveau de la déficience, puis qu'il y a un robot qui dit le mur a été bien posé, le mur n'a pas été bien posé, qui a raison? Puis qui on poursuit? C'est le gars qui a créé l'IA? Le gars qui a créé le drone? Le gars qui a utilisé le drone? Tu me suis-tu? Ça amène des lois qui n'existent pas. Fait que là, c'est pour ça qu'on fait cette conférence-là avec, dans le fond, c'est Glenn, un des top lawyers de ce que j'ai pu lire sur lui, puis que je commence là, très récemment à travailler avec ces gens-là, qui a travaillé beaucoup sur les projets de loi de la CCDC, tous des termes plus de contrat de construction pour l'Association canadienne de la construction puis le gouvernement, que lui, quand il a entendu ça, il dit il faut qu'on fasse une conférence là-dessus. Ça n'a aucun sens comment que tout ce qu'on est en train de faire est en train de changer. Puis même eux, les avocats, ils vont-tu les lire, les contrats? Puis c'est fou parce que qu'est-ce qu'on disait, c'est que sûrement maintenant, ces avocats-là viennent de comprendre comment la technologie influence tout ça. Puis là, il faut qu'on recommence à nouveau à comprendre comment la IA maintenant. Mais c'est pour ça que je te dis, imagine, tu as le litige des deux IA qui s'astinent sur une déficience, puis c'est un autre IA qui lit le contrat puis qui juge les deux autres IA. Attends, j'ai une question. je prends ton exemple du drone, puis vraiment les chantiers, puis tout ça. Est-ce que tu vois une possibilité où est-ce qu'un blockchain vient c'est sûr. Non, c'est pas une possibilité. C'est sûr que tout va être par dans le défaut, blockchain. parce que je vois que les smart contracts, l'actif du building va être dans une blockchain définitivement. Je suis pas un pro de la blockchain. C'est sûr que je peux pas me prononcer sur exactement comment ça fonctionne et tout. Mais c'est sûr que tout va devenir des smart contracts. Exactement. Si tu vois la base d'un blockchain, c'est que un avis de changement, quand ça va rentrer, tout le monde, ça va être certifié. Tout le monde a la même version de plan. Tout le monde a la même mise à jour du building. Tout le monde voit la même chose. Fait qu'il n'y a personne qui peut dire « Ah ben là, moi, j'avais pas reçu le document ou j'avais pas eu le détail technique ou j'avais pas eu telle chose. » Fait que « Ah, c'est pas de ma faute. » Puis là, ça embarque dans les litiges. Ça va vraiment éliminer beaucoup de problèmes. Ça risque d'en créer des nouveaux comme toute innovation, mais... À part le temps et l'argent dans un genre de contexte comme ça d'efficacité, quoi d'autre on va dire que le domaine de la construction va gagner derrière ce type de technologie-là? La qualité. Surtout la qualité. On va arrêter de vendre, on va louer. Ça, c'est le bout le plus tough dans la conspirationnisme. Attends. Ouais. Tu pourras plus... Parce que le monde a le concept que d'acheter des portes et fenêtres sur leur maison, c'est ça qui est bon, puis c'est ça qui est payant, parce que c'est ça que le système nous a mis dans la tête. Mais mettons là, qu'on prend une maison, là, puis que je viens de voir, je te dis « Hey, tes portes et fenêtres, là, je te loue ça tant par mois. Puis tes portes et fenêtres sont intelligents, ils génèrent du kilowattheure, on leur distribue dans Hydro-Québec. Au lieu de payer 50 000 $ pour tes portes et fenêtres sur ta maison, à ce stade, tu vas payer 500 par mois, mais je vais t'en donner 600 en revenus d'hydroélectricité. Ils sont garantis pièces et main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça fait? Moi, en tant que fabricant, je ne veux plus jamais revenir chez vous. Je ne veux pas qu'ils brisent. J'ai vu un concept. Regarde, c'est fou. C'est l'économie circulaire. Ouais. Oh mon. Regarde, t'es en avance sur moi parce que j'ai des questions, puis il y a une couple de mots-clés que j'ai dans mes questions que tu es en train de même déployer en avance. Bon, l'économie circulaire, mais j'ai vu même un autre concept. Celui-là, j'ai de la misère peut-être à le placer, mais ça va dans cette orientation. Parce que si tu parles de on n'achète plus, on fait de la location et on va juste faire un lease, puis on va renouveler peut-être après 2-3 ans, whatever. J'ai vu un autre concept qui était le Uber de la construction. Mm-hmm. Avec l'économie circulaire, comment tu vois à peu près ce concept-là venir s'intégrer? Pour les matériaux, tu parles? On pourrait dire, tu sais, c'est quoi l'Uber de la construction si on essaie d'intégrer genre justement ce modèle-là où est-ce qu'on va avoir un middleman puis on va essayer de connecter l'acheteur puis le fournisseur? C'est plus l'intégration de la supply chain de la construction. OK. Le Uber de la construction, c'est que la manière je le vois, puis là, on est très loin. Là, on n'est pas demain matin, là, je te le dis tout de suite, là. C'est qu'il n'y a plus un employé qui est dans aucune compagnie de chantier.
Parce qu'il va y avoir 3 robots pour un humain, mettons, sur un chantier. Tu me suis? Fait que ce qui veut dire que tout va être optimisé en temps réel, comme un peu l'armée optimise les guns, les tanks, les avions, tout en temps réel pour tirer sur le bon. D'avoir un drone, puis C'est ça, puis de faire la bonne chose. C'est que, exemple, tu es un gars sur le chantier, tu es un plombier, tu t'en vas au Costa Rica 6 mois, tu fais save sa plateforme, tu as déjà des chantiers d'assignés à toi, tout est intégré, tu es traqué, par exemple. Ça a comme du bon puis du mauvais, là. Comme les chauffeurs Uber sont traqués. Là. Tu sais ce que je veux dire? Ben, le gars de chantier aussi, c'est ça qu'il va avoir. Mais là, on est vraiment loin. Puis on a une culture à changer bien avant. C'est pas les technologies qui vont bloquer, c'est l'humain, le changement pour l'humain, le donneur d'ouvrage qui va dire « Wow, là, c'est bien trop, on n'est pas prêt, ça va être très, très graduel. » Mais c'est une intégration complète. OK, je vois justement, mais tu sais, comme un des articles qui est sorti dernièrement, puis je suis sûr et certain que tu l'as vu parce que je te vois sur LinkedIn, tu te manifestes, mais je sais pas si là tu l'as partagé, mais par exemple, genre la rouille sur le pont. Oui, exemple. Ben, le pont à Amsterdam, MX 3D Bridge, tu iras voir ça. C'est un pont qui a été complètement fabriqué par un IA. Fait qu'il n'y a pas d'architecte, pas d'ingénieur. Il y en a, ils les ont supervisés, mais conceptuellement, là, le but, c'est que le pont soit auto-fabriqué. Tu me suis ce que je veux dire? Donc, l'IA a designé le pont, a ingénié le pont et a produit le pont avec des bras bébés. Toute la techno, c'est Autodesk, ArcelorMittal, ABB qui ont fait un projet très, très pilote. Là. C'est un petit pont piétonnier de peut-être 30 pieds, là, je ne sais pas trop. Mais quand même, le pont est loué à la ville. Il est plein de sensors. Fait que là, ils captent le son, ils captent la température, ils captent la vibration, ils captent tout dessus. Fait qu'ils savent où est-ce qu'il est en train de briser, où est-ce qu'il est un peu plus faible, où est-ce qu'il est un peu plus fort et tout. Tout ce data-là est cumulé, puis il est envoyé dans l'IA qui le fabrique, puis ils font le deuxième meilleur. Mais là, ce que ça fait, c'est que la ville, en ce moment, tous les modèles, la manière ça fonctionne, c'est que tu construis le pont. Si tu veux entretenir ton pont, ça coûte de l'argent. Si tu veux le réparer, le changer, ça coûte de l'argent. Puis comme je reviens à mes portes et fenêtres, là, on est au mode du pont, c'est qu'on va louer le pont à la ville. La ville va payer tant par année pour que son pont fonctionne. Puis le fabricant de pont va s'assurer que le pont fonctionne. Fait que qualité, tout est couvert. Tu me suis? Fait que là, c'est pour ça, on peut pas faire ça là, l'économie cracherait complètement. Là. Non, on n'est pas prêt à la Non, la culture, tout est pas fait. Tout est pas fait pour ça. Tu n'auras plus besoin d'autant de personnes au gouvernement pour gérer ces choses-là parce que tu n'auras plus de ponts à construire. Tu vas juste avoir les surveiller. Tu sais, je te mets ça, là, on est peut-être en 2050. Tu me suis? Aussi loin? Ben, j'aurais tendance à croire. Je me garde une gêne pour ton podcast. Moi, c'est 2035, selon moi, là, qu'on va commencer à avoir des affaires de même. On dirait que je vois autour de ça. Est-ce qu'on se dirige vers plus faire du prefab et du modulaire dans ce cas-là? Beaucoup. Il va toujours rester une partie chantier, mais beaucoup de préfab modulaire. Puis il faut faire attention. Souvent, les gens voient le préfab modulaire comme des gens dans une usine qui font des modules, mais il faut le voir digital aussi. Tout va être modulé digitalement. Tu me suis? Fait qu'il n'y a plus d'interprétation humaine entre le donneur d'ouvrage, l'architecte, le robot dans l'usine, le manœuvre sur le chantier et tout. Là. Tout est intégré ensemble. Fait que là, tu vas à une conférence, tu vas commencer à aborder, genre, juste frôler la surface de certaines... OK, la loi, exactement. La loi... C'est surtout basé sur la loi une fois que ces technologies-là vont arriver. Attends, Ouais, non, regarde, là, tu viens d'ouvrir, genre... j'ai scrappé toutes mes questions. Ben non, fais pas ça. Parce que... Non, ça va ouvrir parce que, OK, je vois la loi, le côté légal, mais tu l'as mentionné, le côté culture aussi. Ben oui, c'est ça. Le 80% de la job, c'est la culture qui a changé. Je suis sûr, là, sur le podcast, s'il y a des gens de construction qui écoutent ça, ils vont rire de moi. Là. J'en doute pas. Mais c'est sûr, parce qu'on ne voit pas la même chose. On n'a pas la même vision de la même chose. Moi, je le vois en mode technologie. Lui, il le voit sur le chantier, tous les problèmes qu'il y a. Tu me suis ce que je veux dire? Puis, il y en a des problèmes qui vont rester, ils n'ont pas tort. Là. Tu me suis ce que je veux dire? Qu'on ne sera jamais capable de régler. Ça va être un humain qui va falloir qu'il règle sur le chantier. Mais tous les gros coûts de construction actuels, là, mettons, je parlais avec un gars, je ne sais pas si tu connais Philippe Gauthier sur LinkedIn. Recruteur? Ouais, non, ouais. Sur LinkedIn, c'est un recruteur. Ouais, c'est ça, exactement, un recruteur. Ouais. Il est super cool, le gars, on est rendu chum, tout ça, puis je jasais avec, puis l'autre coup, je dis, ben, c'est parce que le coût de la construction, là, mettons 60-70% des coûts vont dans la mauvaise administration. Puis là, son premier réflexe, c'est, ben non, d'habitude, c'est les matériaux qui coûtent à peu près 50%. Je dis, oui, c'est vrai, mais si tu rouvres tous les business qui fournissent le matériau, tous les business qui fabriquent le produit, tous les business qui prennent le produit et qui l'installent au chantier, tous les business qui gèrent le chantier, tous les business qui font l'architecture, sont toutes inefficientes, sont toutes au papier, sont toutes à l'ancienne.
Fait que quand tu cumules tout ça, mon guess, c'est 60-70% du coût va être éliminé. Puis en plus de ça, on va les louer. Fait que ça va être tellement rentable pour tout le monde de faire ça. Ça va être rentable pour la planète. On va arrêter de consommer pour rien, parce que là, en ce moment, tu fais juste de l'argent si tu consommes. Ça va être rentable pour le gars qui fait le pont. Il va faire le pont une fois, il va renouveler des contrats. Lui, son pont, il va s'assurer qu'il ne brise pas. Tu me suis, il va juste vouloir renouveler le contrat pour faire son argent. Puis le peuple va arrêter de payer pour des produits qui brisent tout le temps aussi. Tu me suis? On va être contents de payer tant par année pour que le pont Champlain, tout ça, soit garanti à vie. On n'en parle plus après ça. Tu me suis? Ça va être toujours bon. Le REM ne sera jamais brisé. Oh, j'ai hâte de voir ça. Je suis pas un utilisateur, mais ça non, mais il est tout le temps brisé. Fait que c'est des exemples comme ça que je veux dire. C'est payant pour les compagnies qui vont rénover qui vont réparer. Je pense que ça va ouvrir justement parce que la crainte de beaucoup de gens en ce moment, la discussion, c'est on va perdre des jobs, mais moi je pense que ça va créer énormément de nouvelles jobs. C'est vrai, comme quand l'électricité est arrivée, comme quand le pétrole est arrivé. Il y avait des gens qui vendaient des cubes de glace, les frigidaires. Comme les chevaux maintenant pour aller... Souvent, j'utilise cette analogie-là avec mes clients. Quand tu rentres dans la nouvelle technologie, c'est sûr que tous les gens qui te vendent des fers à cheval, qui te vendent de la moulée pour cheval, qui sont des docteurs pour cheval, qui fabriquent des écuries pour cheval, ils vont te dire « Ben non, fais pas ça, parce que c'est pas payant pour eux. » Mais à cette heure, c'est plus de la moulée que tu as besoin, c'est de l'électricité. Tu me suis ce que je veux dire, ou du gaz, tout dépend Fait qu'on s'adapte. C'est ça, tu n'as pas le choix de t'adapter. Mais ils ont dépassé de des gens qui soignent des chevaux à des mécaniciens qui réparent des tracteurs. As-tu abordé ce sujet à la classe politique? Avec l'Association canadienne de la construction, je commence là, à être très, très impliqué là, avec eux. Là. Fait que je suis président du sous-comité préfam modulaire. Je suis sur le comité aviseur pour le conseil d'administration. Ça fait juste 6 mois à peu près que j'ai été comme élu, choisi. Puis déjà, là, j'essaye de changer. Comme hier matin, j'étais à Ottawa justement avec la gang. Moi, je n'ai pas pu être là cette journée-là, mais tous les ministres fédéraux étaient là. Puis la majorité d'entre eux, puis ils jasaient des défis. Puis c'est ça, on jase de des défis du mode cheval. Tu me dis, comment on fait pour qu'un cheval aille plus fort, plus vite? On ne s'arrête pas pour dire, mais si ça serait pas un cheval qu'il faudrait, ça serait comme Ford, pas Ford, mais je ne me rappelle plus lui qui a créé, c'est quelle marque qui a créé le tracteur, mais il se dit, mais ce qu'on veut, c'est pas des chevals, c'est tirer des choses. Comment? C'est tirer de la force. Ouais. Bon, mais si on veut construire, il y a d'autres manières. Puis j'ai apporté mon concept justement de la chaîne numérisée, puis tu sais, ça a été un 20 minutes de discussion du genre, puis là, il y avait des avocats, des assureurs, t'avais des fabricants, t'avais des entrepreneurs spécialisés sur le comité, puis là, on jasait de ça, puis ça a ouvert plein de, faut jaser de ça, puis c'est ça mon objectif, là, c'est de venir briser toutes ces vieilles mentalités-là de, on doit faire mieux qu'un cheval, puis dire non, on va dropper le système actuel, puis on va en créer un nouveau à côté, carrément. À la fin, on va encore construire. On récolte encore des carottes aujourd'hui. Mais à la fin, on va encore construire des buildings. As-tu eu la résistance de la part de ce groupe-là? Ça dépend des gens. Il y en a que, mettons, quand j'ai dit on pourrait innover plus avec le bois, c'est sûr que le gars d'acier n'était pas content. C'est normal, tu me suis. Mais tu sais, je suis allé visiter des usines en Europe, il y avait un beam de 200 ou 300 pieds, de 2,5 mètres d'épais, qui était tout structuré. Toute l'usine était faite en bois, avec des beams de bois. Puis ils n'ont pas plus de bois que nous, là, en France. En tout cas, je suis pas un pro du bois, mais ils n'ont pas l'air d'en avoir plus que nous, là, tu me suis. Fait que c'est surtout tout le changement de la mentalité de dire, le gars d'acier, lui, c'est sûr qu'il veut pas que ça soit du bois, puis le gars de bois veut pas que ça soit de l'acier. Fait qu'il faut trouver un moyen que tout le monde y gagne pour que, comme je t'expliquais, l'économie circulaire, pour qu'on fasse le meilleur produit de qualité qu'on a besoin. Parce que, tu sais, une autre affaire que je trouvais, as-tu déjà visité des usines ici au Québec? Ouais. OK. C'est spécial, mais l'acier, une usine faite en bois, c'est comme, c'est donc, tu rentres dans l'usine, tu es là, c'est donc bien hot, c'est donc bien beau, c'est pas sombre. Ça a un effet sur le psychologique de l'humain. Je te le dis, là, j'en ai visité quand même pas mal des usines là, d'acier, tout ça, puis là-bas, ils fabriquaient des murs, des modules de murs préfabriqués, puis des modules carrément des modules de bâtiments. Il y avait du béton, il y avait du fer, il y avait du bois, mais l'usine, la structure, tu la voyais toute. Il avait tout laissé apparente, c'est tout du beau bois. Ah ouais. C'est vraiment beau. Ah oui, puis j'ai des photos. J'ai jamais vu ça. Je l'ai envoyé justement hier au conseil parce que je voulais le montrer, mais ça a un effet sur l'humain, ça aussi. Tu me suis? L'humain est plus crime, je me sens mieux dans mon milieu de travail. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qu'on va commencer à faire attention et à traquer dans le temps. Mais je sais que, tu sais, celle-là, je l'ai vu, cette tendance-là, tu sais, d'utiliser plus du bois pour je dis pas que le bois est meilleur que l'acier, je dis juste que des fois, le bois est meilleur, des fois, l'acier est meilleur.
Juste trouver toujours le meilleur des deux. Je pense que j'ai vu aussi comme Puis le genre béton, bien sûr. des bâtisses, pas des super hautes, mais qui sont faites en bois. Puis encore là, tu le fais genre d'une façon préfab. Ou est-ce que tu fais juste... Là, il augmente les permis. Justement, on parlait de régulation tantôt. Mais là, les permis deviennent que tu peux faire des bâtiments de plus en plus hauts en bois. Impressionnant. Hey, j'imagine qu'il doit y avoir aussi, genre, à contresens, genre, l'environnement là, qui doit dire qui doit s'opposer à ça parce que, gars, on coupe. Je te l'ai expliqué, là, c'est tout est à tenir en compte. Là. Des fois, c'est mieux l'acier aussi. Mais l'environnement des mines d'acier, c'est aussi pas bon pour l'environnement. Fait qu'il faut juste juger. Je suis pas le pro des mines, je sais pas comment ça marche exactement, mais puis des scieries, puis tous les gens qui coupent le bois, mais de ce que je comprends, c'est que si on balance tout, ça va bien aller. Comment tu dors à voir que ça a l'air rouler dans ta tête et voir tout vraiment, OK, on a une innovation ici, mais on a un enjeu ici. OK, on a cette friction-là ici. On a tout ça, mais tu vois, tu as l'air très optimiste à où est-ce qu'on s'en va, mais encore là, comment tu te vois, genre, toi, à devoir même être un précurseur, on dirait, parce que c'est une des premières personnes que j'entends vraiment parler autant de développement. C'est pas des... Je trouve qu'on va, on va avoir des sujets ici qu'on va sortir de cette conversation-là que j'ai pas vu encore sortir. OK. Puis tu te demandes comment je dors, c'est ça ta question? Oui, exactement, parce que... Je dors pas beaucoup, ça c'est sûr, je pense beaucoup de ma nature, mais je dors très bien. Pour moi, l'être humain, c'est un être qui doit évoluer puis qui est constamment en adaptation. Fait que faut juste s'adapter, il faut pouvoir bouger. J'aime faire la blague, des fois, je dis les plus forts, les dinosaures les plus forts et les plus vite sont tous morts. C'est les dinosaures qui s'adaptaient, comme, mettons, le crocodile, l'ancêtre du crocodile, qui, lui, quand ça brûlait sa terre, il allait dans l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il allait sa terre. C'est pas le plus vite, c'est pas le plus fort, mais il s'adaptait. Fait que je suis juste en mode, si je m'adapte pas, je vais juste mourir. Fait que j'aime bien mieux m'adapter, puis voir ça d'un bon œil, puis d'être au front de ça, puis comprendre comment ça va fonctionner. Super cool. Bon, parlons de Atoom, la plateforme, actuellement. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis un dirigeant d'entreprise, d'une entreprise. Pitch-le-moi. En fait, Atoom, c'est une suite de produits. Puis là, tu as Atoom ERP, Atoom Spin, puis Atoom Chain AI. Fait que là, Atoom ERP, c'est un ERP, mais adapté, spécialisé pour la construction puis pour le data gathering. Excuse-moi le terme en anglais pour le big, j'allais leur dire en anglais. Data gathering. Amasser beaucoup de données, mais catégorisées, prêtes dans une base de données pour être intégrées ou être questionnées par un IA. Pas des bases de données que là, tu peux lire, mais là, il faut tout refaire les tables, il faut tout refaire. C'est vraiment spécialisé pour l'industrie. Puis les fonctions à l'intérieur du ERP sont vraiment adaptées selon ton corps de métier. Fait que si tu es un généraux, un promoteur, un manufacturier, un entrepreneur spécialisé, on fait toute la verticale, les architectes, on les fait tous. Fait que tous les clients de mes clients sont mes clients. Toutes les compagnies comme mes clients sont mes clients. Puis tous les fournisseurs de mes clients sont mes clients. Puis on fait que de la construction. Fait qu'on est très, très, très spécialisé. Tu peux pas utiliser mon système si tu n'es pas dans la construction. Ouais. Tu vas dire, pourquoi, mettons, toi, tu rouvrais ça, j'ai pas besoin de ça, enlève-moi tout ça. Il y a plein de fonctions que tu n'as pas besoin. Donc, ça, c'est vraiment le côté ERP. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas vendre toujours notre ERP. Puis des fois, on a des clients qu'on pogne, eux, ils viennent d'implanter Business Central. On leur donne notre couche Atoom, qui est Spin puis Chain, qui vient comme intégrer. Fait que Spin, il va venir te permettre d'intégrer plusieurs logiciels ensemble à l'intérieur de ton organisation et éventuellement à l'extérieur. Je t'explique. Quelque chose de très simple pour que ton audience comprenne. Quand je crée un projet, une opportunité dans mon CRM ou un projet dans mon ERP, ça crée automatiquement le dossier dans mon SharePoint ou dans mon Google Drive. Ça le relie ensemble. Puis quand je rouvre mon dossier à partir du ERP maintenant, il est streamé de mon SharePoint et de mon Google Drive. J'ai pas deux données. Tu me suis ce que je veux dire? Puis quand je renomme quelque chose à une place, ça se renomme des deux bords. Fait qu'on est vraiment intégré. Ça, c'est Atoom Spin. Tu me suis? Puis après ça, tu as Atoom Chain AI. Lui, il est beaucoup plus en entraînement en ce moment. Je travaille avec quelques clients très sélectionnés, des clients ambassadeurs qu'on appelle, que lui va nous permettre de venir intégrer toute la chaîne de construction ensemble. Puis ça va partir directement de la pré-construction, du plan au départ, avant que l'architecte travaille dessus, avant même qu'on donne l'ouvrage ou qu'on sorte le projet. Fait que tu es un promoteur immobilier, tu as une idée en tête, tu te pognes un technologue, quelqu'un qui fait du dessin, tu rouvres Autodesk, Atoom Chain est linké sur ton dessin. Fait que pour de vrai, en termes de détails, c'est des bonhommes allumettes, des dessins de pré-construction, puis même architecte. Puis en plus, nous, on est connectés dessus, fait qu'on détecte qu'est-ce que tu dessines, puis on dit qui peut te fournir ça, quand, quoi. Ah ouais. Et ultra détaillé. Tu me suis? Puis
on peut prédire combien de temps ça va prendre le construire, quel coût ça va te coûter pour vrai, mais pas basé sur une base de données à nous qui date, basée sur la base de données connectée du fabricant qui te donne la data. Ce qui fait que c'est complètement différent de tout ce que les économistes ou les gens qui estiment aujourd'hui font. Puis, de la manière que ça fonctionne, c'est que là, mettons, en termes de détails, imagine, en préconstruction, on a 5 pour faire une image de détail. Là, le contracteur a déjà une idée de son coût. Il envoie ça à l'architecte. L'architecte, lui, va détailler, mais encore là, pas tant. Puis s'il détaille, c'est tout du texte. Je sais pas si tu as déjà vu une maquette BIM ou quoi que ce soit. Le BIM Québec, tout ça se travaille très, très fort à essayer de dire, ben là, on va amener tout le monde dans le BIM, mais c'est pas vrai, c'est le BIM qui va venir dans la construction, selon moi. Fait que tu fais genre un prompt, un architecte va genre mettre un prompt de... Ben, c'est Castor, quand il va dessiner, Atom Chain va le surveiller. Fait que si jamais il élargit un mur rideau qui est trop grand, il va tomber oversize, il va le savoir, il vient de faire jumper le prix du building. Fait que le donneur d'ouvrage, il le sait tout de suite en temps réel. Ah ouais. Tu comprends? C'est ça qu'on est en train de travailler. Mais l'algorithme de détecter c'est quoi le petit carreau, puis tous les formats de fichiers, tu sais, je veux pas rentrer dans les détails, c'est gros, là. Le travail est colossal. Puis même à ça, même quand l'architecte sort, mettons, 20-25% des détails, il envoie ça aux généraux, les fabricants reçoivent tous le dessin, ils décortiquent tout ça, puis ils leur dessinent dans leur logiciel un dessin d'atelier, dessin de fabrication ou sur tes fiches techniques, dépendant de qui. Puis ils leur dessinent, eux, avec le détail. Fait que là, eux, ils se rendent même pas à 100%, ils se rendent à 80%. Atom Chain, il se rend jusqu'à 100, on aime dire 110%, dans le genre, ben, tu sais combien de millilitres d'alcool à friction t'as pris pour laver le verre du module 81 de l'étage 18 du building, là, puis comment ça coûtait. Fait qu'on amène vraiment, on bridge tout ça ensemble. Puis là, ben, il y a beaucoup d'autres choses après ça qui peuvent se faire dans Chain, mais je peux pas tout te dire parce que la majorité du stock que je te dis là, soit est en entraînement, soit il est dans le roadmap, il n'est pas encore développé. On est tout en train de le faire là. Est-ce que, tu sais, admettons, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter aussi, admettons, à l'économie, les coûts des matériaux? Oui, selon t'es où dans le pays. Nous, on va pouvoir... Imagine que c'est pas ça qu'on va faire, mais imagine qu'on va soumissionner un projet, on va se prendre 0$ de profit dessus. Parce qu'on n'a pas besoin de tous nos sous-traitants, tous nos fabricants vont nous donner tant par mois pour utiliser nos technologies. On va faire notre argent comme ça. Fait que pour le donneur d'ouvrage, lui, il sait que je travaille pas à cost plus. Fait que mon objectif, c'est pas que ton building coûte cher. C'est qu'il coûte le moins cher possible pour que tu vas le donner ton par mois. OK. C'est complètement reversé. Non, ben justement, je prends un peu l'exemple que tu disais, OK, il faut tirer ça. Fait que c'est pas un cheval, j'ai besoin de quelque chose qui va tirer. Ça, fait que toi, dans le fond, tu es complètement en train de comme changer le modèle d'affaires. C'est ça que je m'attaque. J'ai commencé en 2015, comme je te disais. Ben, sans le savoir, je m'entraînais jusqu'en 2015-2016. Puis en 2016, j'ai dit non, il faut que ça change. Ça n'a pas d'allure comme on construit. À la fin, il n'y a personne qui fait de l'argent. Parce que le pire, c'est que là, ça peut faire peur. C'est tout ça ce que je suis en train de dire là. Mais là, tout le monde va faire plus d'argent. Tout le monde va faire plus d'argent. Tu me suis? Puis en plus, avec Chain, on va pouvoir construire partout dans le monde. Fait que, tu sais, moi, si, mettons, là, j'ai des fabricants au Québec, des fabricants en Europe, des fabricants aux États-Unis, tout le monde peut bider, tout le monde peut voir les projets. Puis eux, ils bideront pas sur des projets que dans Chain, ça leur dit qu'ils feront pas d'argent. Quel type d'entreprises actuellement vont adhérer à ce type de programme-là? Parce que, admettons, si moi, je suis une entreprise de paysagement, 10 employés, admettons, ça a l'air un peu intimidant, tout ça. C'est sûr que dans le devis, au départ, on ne travaille pas avec... Tu sais, on va faire les... Là, tu me parles pour Chain ou tu me parles pour ERP, juste pour être sûr? Parce que dans ERP, on a des gens de paysagement, ça va super bien, ça les aide, ça les prépare, ça les digitalise pour quand la digitalisation va arriver, ils vont être prêts, eux autres. Tu me suis? Quand tu es dans Chain, aujourd'hui, on travaille sur les gros morceaux, la structure d'acier, mécanique bâtiment, le mur rideau, des choses qui coûtent énormément cher à un bâtiment. Des généraux puis des promoteurs. Non, les manufacturiers, les sous-traitants puis les architectes. OK. Fait que puis les promoteurs, bien sûr, les donneurs d'ouvrage, exactement. Mais avant d'aller voir un promoteur, il faut que j'aille de la donnée, il faut que j'aille de l'IA, il faut que j'aille une structure de produits de prix. Fait que je travaille beaucoup avec mes manufacturiers, mes sous-traitants, les architectes. Puis si je comprends bien aussi, mettons, je revenais au ERP, si je suis genre cette entreprise-là qui n'a pas consommé trop de données parce que, regarde, on fait tout manuel, on fait sur papier. Excel, mettons, tu es en papier, Excel, ouais. Est-ce que je suis capable d'adhérer à ton ERP, puis à cause de toute l'information, le data que tu as cumulé avec l'environnement? C'est pas mon data, c'est le data à eux qu'on transforme en vraies données. Fait que tu n'as pas accès aux data, mais ils sont comme pluggés pour un API, puis c'est ça, c'est leurs données à eux, c'est très, très important. OK, fait que tu prends... C'est leur data à eux, puis c'est eux qui décident s'ils veulent partager la donnée ou pas. Oh. Ben oui. Il faut être souverain. Ça, c'est un autre concept que les gens ne comprennent pas en ce moment. Mais si, mettons, je donnerais la donnée à mon client, la donnée m'appartient. Ouais. Tu me suis ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des forfaits, mettons, de ChatGPT que nous,
on utilise, que ça garantit qu'ils n'entraînent pas leur modèle avec nos données. Nos données nous appartiennent. C'est la même chose pour toutes les applications d'IA dans le futur. Ça va être un gros débat, ça, la donnée. Ouais, puis je pense encore là, ça La revient propriété intellectuelle de la donnée, là, dans le fond. Là. Ça revient aussi, tu sais, déjà, qu'est-ce que tu as mentionné par rapport à la création de contenu, Ouais, puis genre tantôt, le ce que je te parlais. copyright, là. C'est ça. OK, c'est intéressant. Fait que dans le fond, c'est juste... Parce que c'est drôle, tu sais, admettons, si je reviens à cette discussion du copyright puis de AI, tu sais, en ce moment, je pourrais pas prendre ton visage puis faire genre du contenu sans ton consentement. Mais là, j'ai vu d'autres cas où est-ce qu'admettons, pour des voitures, il y en a qui disent, je peux pas prendre, admettons, une Porsche puis faire une vidéo avec la même exacte Porsche. C'est un bon exemple. Tu sais, d'habitude, les publicités, avant l'IA, il fallait qu'ils payent Porsche pour mettre une Porsche. Puis là, ou Porsche payait pour être dans le... Il y avait comme un deal entre les deux qui acceptaient. Mais là, avec le IA, je peux dire à mon IA comme j'aimerais ça que tu t'inspires du modèle Porsche, fais un peu de changement, puis je veux que tu intègres ça dans mon vidéo. Mais pour s'inspirer du modèle Porsche, il a fallu qu'il aille Le dans une base de copyright données, voir une photo des Porsche, comprends-tu, qui, Puis elle, ça, appartient à Porsche. c'est là que ça devient zone grise. C'est ça, je te dis. Parce que là, il y a un autre modèle que là, ils sont allés genre dans l'inception. Fait que, OK. Fait que je demande à mon IA, inspire-toi de Porsche pour créer un modèle fictif. Puis là, pour éviter peut-être tout le copyright, inspire-toi du modèle fictif pour créer mon modèle. Parce que tu as déjà commencé avec le modèle fictif en t'inspirant de Porsche. Mais là, ça, c'est des affaires... Là, tu vois, on rentre dans un entonnoir. C'est ça. Là, c'est les avocats qui vont pouvoir répondre à ça. Il y a beaucoup de débats là-dessus, puis j'ai pas la réponse. Mais tu parles toujours d'une donnée à quelqu'un parce qu'il faut que tu l'aies vue. Ouais, exactement. Il va te créer une nouvelle voiture, oui, mais il va se fier sur des voitures qu'il a déjà vues, d'une source qu'il a déjà vue. Wow. Tu comprends? Fait que c'est là où est-ce que, ben là, moi, je vais la dessiner. Moi, mettons. Puis là, moi, je vais m'inspirer de ce que je vois. Ça va ressembler à une genre de Porsche ou une genre de whatever, auto. Puis là, je vais dire, bâtir une auto autour de ça. Tu t'es quand même fié sur le modèle de Porsche. Ça, c'est comme... Ouais, mais tu sais, rendu là, qui va surveiller c'est ça, qui va surveiller ça? Comment tu vas surveiller ça? C'est ça que je te dis, ça l'amène à un concept que l'humain n'est pas encore capable. On essaye de le faire, puis regarde, si, mettons, je te mets à l'étape de... Ben moi, je suis un humain, je dessine une fictive Porsche qui ressemble, mais qui n'est pas une Porsche. Puis là, je dis à mon IA de s'entraîner là-dessus. Il n'ira pas voir les photos de Porsche. Mais moi, c'est la propriété intellectuelle. Et moi, je l'ai vu. Fait que là, quand tu regardes une Porsche, tu volé la propriété intellectuelle à Porsche en tant qu'humain? Ouais, ben... Non, parce que tu n'es pas un ordinateur. Fait que c'est ça. Ça amène plein de débats. Ouais, il y a tellement de zones grises, mais dans le fond, tu sais, les lois vont s'adapter à selon comme... Ouais, ben c'est un peu ça qu'on va faire pour la Constitution 3. On va débattre là-dessus, on va parler de ça, parce que là, tu sais, il y en a un avocat qui c'est le droit du travailleur aussi. Qui va être sur le board, qui va être sur le panel, excuse-moi. Fait que lui, c'est quoi qui va peut-être protéger derrière... c'est que, imagine-toi comment ils vont être traqués, les gars. On va savoir à quelle heure il a mangé sa sandwich. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ça commence déjà, là, la géolocalisation, toutes ces choses-là. Puis moi, je pense que dans un lieu de travail, comme un chantier, c'est correct que tout le monde soit traqué. Ce qui est important, c'est de s'assurer que quand tu sors du chantier, clac, la ligne coupe. Parce que tu es payé pour être là. Exactement. Puis, mais il y a le facteur sécurité aussi. Ben oui, il va y avoir la sécurité. Tu n'as pas ton harnais. Il n'y a personne qui n'est pas d'inspecteur qui va passer. Là. Ça va être détecté tout seul. Tout de suite. Parce que je peux déjà voir, mettons, dans le cas des compagnies d'assurance auto, tu partages tes données, gars. Tu mets ta caméra, je baisse ta prime genre de tel pourcent. Fait que ça va être quelque chose de similaire. Genre, un général va pouvoir peut-être négocier avec les assurances comme, gars, je vais tout traquer. Ça, c'est mon... Ça va être pire que ça. Ça va être... Tesla m'a donné toutes tes données depuis les 10 dernières années de quand tu conduisais. Voici ton prix. Puis je vais te traquer. Ça, de la location. Oui, exact. Tu vas lisse. C'est ça, c'est comme, ça va loin, pareil. On peut aller deep, puis on peut rentrer dans les conspirations, on peut rentrer dans plein d'affaires là-dedans. Là. Tu peux ouvrir des boîtes de genre, slippery slope. Là. Tu vois, comme ça, là, ça divertis-moi avec une conspiration derrière ça, ça ressemble à quoi? Comment? Divertis-moi avec une conspiration qui pourrait on ne détiendra plus rien. Puis ça, on dirait qu'on l'a déjà vu. On commence à le vivre. C'est quoi, Schwab's? Ouais, ben là, moi, j'aime pas suivre ces affaires-là, mais moi, c'est purement conceptuel dans ben là, si tu loues tes fenêtres, si tu loues ton pont, si tu loues tu détiens plus rien. Mais c'est-tu vraiment ça que tu veux détenir ou c'est le capitaliste qui t'a convaincu que tu devais détenir? Fait que moi, à la fin, je me dis, tant que je détiens mon land,
mon terrain, tout ce qu'il y a dessus, je peux le mettre dehors. Comprends-tu ce que je veux Ouais. dire par là? Fait que là, il y a Ok. ce concept-là de rien détenir qui peut rentrer dans la conspiration. Là. Mais ça revient, tu sais, OK, j'ai ma maison, mais je fais louer mes fenêtres. Fait que si je paye pas ma location de fenêtre, quoi, il va venir retirer mes fenêtres de ma maison que je suis owner. Genre, tu comprends? Mais tu sais, c'est pas arrivé encore. Là. On parle de des choses qui sont pas encore arrivées. Fait qu'il va peut-être avoir des lois qui vont apparaître autour de ça. Parce que la technologie arrive toujours en premier. Ouais. Après, les lois changent. Ouais, exactement. Comme quand Airbnb est rentré, puis là, soudainement, des petites maisons avec des panneaux comme les hôtels avec des étoiles. Là. Ça n'existait pas, ça, avant. Ils ont créé ça après qu'Airbnb rentre au Québec. C'est vous, ça a pris quand même 15 ans pour le gouvernement commencer à dire non, Airbnb, c'est... Ouais, puis réguler ça un peu plus. Ouh, OK. Fait que la techno va arriver, puis là, il va y avoir plein de zones grises, comme en ce moment, ChatGPT, création de contenu, toutes ces affaires-là. Puis là, les lois vont se bâtir autour. Pour les dirigeants d'entreprises de construction qui sont ouverts d'esprit derrière ça, c'est quoi leur commentaire par rapport à ce genre cette intégration-là? C'est dur. C'est dur à changer. Tu changes complètement comment tu travailles, tu changes complètement comment tu vas penser faire ta business. Tu me suis ce que je veux dire? Tu repenses toutes les choses. C'est vraiment, c'est le défi, là, si c'était ça ta question. Mais, le coup, c'est fait, ça en vaut-tu le coup? Ben oui. Parce qu'après ça, c'est comme tic, 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 tic. Dans le fond, t'en as besoin juste un qui va comme ouvrir le bal à tout le monde, puis tout le monde va voir, oh, regarde, quand il va sortir cette étude de En cas. construction, c'est beaucoup de même, oui, effectivement. Fait que Mais c'est qui va se risquer en premier? Ben moi, j'ai une compagnie comme Epsilon qui a commencé en 2017 avec nous. J'avais pas rien, là, j'avais juste une idée. Là. Puis ça ressemble à quoi les résultats que tu as amenés pour cette entreprise-là comparativement à quelqu'un dans le même... C'est surtout la génération de données. Fait que là, je peux pas te dire quoi parce qu'on est tous sur NDA. OK, je comprends. Mais c'est des très gros gains d'efficacité, de gestion de la donnée, prédire d'avance, qualité-contrôle, toutes ces choses-là. Quel conseil tu pourrais donner à un dirigeant d'entreprise, justement, aujourd'hui, sachant qu'on se dirige dans cette orientation-là? Qu'est-ce que tu devrais faire aujourd'hui? Très simple. On va passer des entreprises qui font les meilleurs produits et services aux entreprises qui fournissent la bonne information au bon moment. Pense à l'information. Puis toi, C'est le data, dans le fond. Oui, exactement. Fait que justement, toi, est-ce que tu recherches des entreprises déjà qui ont du data dans lesquelles tu peux te connecter? Ou... Pas nécessairement. Tu peux partir de rien. C'est juste une entreprise qui est prête à faire le move. Parce que si tu me dis, hey, ça fait 25 ans qu'on fait ça de même, tu ne viendras pas me montrer comment, ben c'est justement là qu'il y a de l'amélioration à faire. Fait que t'aimes ces gens-là. Ben, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est que c'est la réalité de l'industrie. C'est vraiment beaucoup très conservateur. La construction. N'importe qui que tu rencontres, ils vont te le dire. Parce que c'est des gros chiffres, tout ça. Fait que quand tu te plantes big. Là, fait qu'il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Puis surtout, tu sais, regarde, moi, d'un point de vue, tu sais, moi, je fais du marketing beaucoup orienté pour la construction. Fait qu'en 2025, à ce jour encore, il y a des entreprises que j'aborde où est-ce qu'ils n'ont pas de site web. Oui, c'est ça. C'est très... C'est beaucoup de petites entreprises, puis ils sont super bons sur le chantier, mais tu leur parles de technologie, ils veulent rien savoir. Fait que ça, c'est comme, c'est un des défis majeurs pour voir l'évolution technologique et innovatrice du Québec à cause de ce type de mentalité-là, où est-ce qu'on faisait toujours ça? C'est le master défi, c'est le 80% de, c'est ça. C'est comprendre qu'il faut que tu t'en ailles vers là, puis souvent, ben, ce qui arrive, c'est que le fils qui prend la relève de la business, lui, c'est le fils qui veut le faire. Puis j'ai eu cette conversation-là dernièrement avec quelqu'un, une entreprise de peinture. Puis il prend la relève. Ça fait 40 ans que l'entreprise existe. Il a pris la relève. Puis justement, lui, tu vois, sa façon de voir les choses est beaucoup plus innovatrice. Ben oui, c'est ça. Il veut scaler, il veut aller plus loin, il veut intégrer certaines choses. Il est né là-dedans aussi, fait que c'est différent. Là. Fait que ça serait genre les... J'étais sur le CA à l'époque du BVI, puis j'avais expliqué avec le gouvernement du Québec, je leur avais dit, c'est simple, mes enfants, donc moi, j'ai 35 ans, mon enfant qui a 7 ans, s'attend à parler à sa maison. C'est vrai. Lui, c'est sa vie, ça. C'est normal pour lui. Puis moi, j'ai encore de la friction à devoir intégrer un Alexa à la maison. Ça, là, je te dis. parce que trop, lui, c'est comme, pourquoi je ne parlerais pas à ma maison, voyons donc. Fait que je fais juste y penser, tout le monde à cette heure sont rendus avec des portables à l'école. Nous, c'était genre la session informatique, on avait joué à des jeux. Ouais, on faisait tourner la tortue. Whatever. Ouais, c'est ça, il n'y avait rien. C'est comme, ça a changé. Fait qu'eux autres, ils ont des attentes. Ils n'écoutent pas la TV. Tu sais, Québécois, ils n'écoutent pas ça. Là. Ils ne savent pas c'est quoi. Là. Ils n'en ont aucune idée. Ils veulent rien savoir. Eux autres, voyons. Hey, juste pour fun fact, mes enfants, nous, on a une grosse famille fan de Dragon Ball, OK? Oh. Puis quand on écoute Dragon Ball, le début, puis la fin, il y a la chanson. Ben là, ils l'écoutent une fois, après ça, ils veulent toujours la skipper.
Puis, tu sais, dans le milieu des épisodes, il y a comme le petit... La petite pause de 2 secondes. Genre, puis là, ça va à la publicité, puis là, ça revenait. Puis un moment donné, ils m'ont demandé pourquoi ils arrêtent l'émission puis ils mettent ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, à l'époque, il y avait une publicité, dans le fond, entre les deux. Tu me suis? Ça. Fait que là, c'est quoi ça, une publicité? Tu comprends? Mais pourtant, si on regarde sur YouTube, Facebook, il y en a plein de publicités. C'est juste, là, eux, ils n'ont pas accès, ils sont trop jeunes, mais il y en a encore, la publicité. Elle est juste très différente. Mais tu sais, comme Amazon Prime, par exemple, ça, c'est les... Je pense qu'ils ont trouvé le modèle de publicitaire, comment on va faire un peu plus d'argent. Je vais te donner 4 minutes. Je vois juste le temps augmenter sur Prime d'un film. Ça commence à 1 minute, 1 minute et demie. Là, t'es rendu genre... Ouais, il faut que tu payes plus pour pas l'avoir, là, je pense. C'est ça, ils ont genre, ça. Mais tu sais, admettons, dernièrement, j'ai écouté le nouveau Jurassic Park. C'était 4 minutes de pub. Fait que t'as le temps de faire bien des choses. Non, je sais, mais c'est ça, je te dis, ça change comment on voit les choses. Fait que nos enfants, eux autres, je reviens à mon exemple de handball, pourquoi j'aurais des publicités pendant que j'écoute mon émission? Tu comprends? Là, c'est en train de revenir dans Amazon, il faut que tu payes plus pour l'avoir. Ouais. Expérience utilisateur. Ben, je voudrais revenir peut-être à ce que tu disais, modeler le système et le data. Fait que te donner un exemple au début de la conversation où est-ce que le IA est rendu comme OK, ben, je vais te montrer 10 000 photos. Puis aujourd'hui, peut-être on s'en va dans où est-ce que je vais te montrer 5 photos, puis tu vas pouvoir genre vraiment l'adapter. Dans ta plateforme, dans le même cas, combien, admettons, de ces entreprises-là as-tu besoin actuellement pour vraiment avoir une image de moins en moins. Il n'y a pas de chiffre exact, mais de plus en plus qu'on avance dans l'IA, de moins en moins on a besoin de data. Sens-tu que tu dois coacher aussi les entrepreneurs à peut-être prendre certaines défis? Je te dis, c'est 80% de la job, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, la techno est déjà là, elle existe déjà. Fait que toi, en ce moment, même, OK, tu as la plateforme, mais même tu as comme un autre département de formation. C'est quasiment juste ça, le travail. C'est former, expliquer pourquoi, comment. Y en a-tu d'autres entreprises qui font ça, cette formation-là, jusqu'à date? Dans la construction, il y en a plein de types là, qui commencent, surtout récemment, là, qui commencent à s'intéresser à ça, à faire des transformations numériques pour la construction. Puis encore là, c'est très centré sur comment je veux faire de l'argent aujourd'hui. Fait qu'il y en a, pour moi, c'est des charlatans. Il y en a que c'est vraiment innovant. Il n'y en a pas beaucoup, selon moi, que c'est vraiment innovant. Beaucoup plus de charlatans, mais ça, c'est comme n'importe quel business. Ça sent l'opportunité d'affaires. Ben oui, l'argent en construction, on l'a vu dans le temps de la COVID, là, c'était quasiment la seule business qui roulait, c'était essentiel, tout ça. Fait que là, boum, il y a eu plein de compagnies. On se fait espionner énormément industriellement. Moi, il y a des clients qui font semblant de vouloir faire affaire avec nous, qui partent une compagnie comme nous à côté. Il y a des employés de des clients qui partent une business comme nous puis qui quittent leur business pour faire de quoi comme nous. Tu sais, c'est... L'espion industriel. Bah, c'est de la business, c'est normal. Je ne m'attendais pas à être tout seul au monde à faire ça. Tout ça. Je pense que c'est encourageant aussi. Moi, ben oui, c'est important qu'il y ait de la compétition, il y a un besoin. Puis, tu sais, genre, un quote que je pourrais dire par rapport à la concurrence, c'est la concurrence allume l'innovation. Oui, absolument. Que tu veux ça aussi nous force à innover. Tu peux pas être le seul. Puis comme Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais ce gars-là, il dit « T'as bien beau voler mon idée, tu me voleras pas mon cerveau. » Exactement. Fait que, rendu là, même si tu la vaches déjà 2 étapes en avant. Ben, moi, t'as pas vu mon plan de match, tu as vu ce que je suis là aujourd'hui. Intéressant. Puis ça ressemble à quoi? Mettons, c'est quoi genre qui tient quand même très occupé en ce moment dans tout ce développement-là? Dans le développement de la plateforme? Ouais. C'est vraiment le back and forth des maquettes. Parce qu'il y a un défi dans le BIM, dans la modélisation 3D, plein de logiciels, plein de formats de logiciels, plein de structures de données de logiciels. Puis là, nous, il faut qu'on crée un algorithme qui va comprendre quel est quoi et quoi. Puis à chaque étape, le produit est de plus en plus détaillé. C'est ce que je veux dire. Fait que là, au début, c'est comme une fenêtre, c'est comme un rectangle pour l'architecte avec du texte à droite. Mais quand tu arrives, mettons, au dessin de fabrication d'un fabricant, ben là, on voit l'extrusion, on voit le verre, on voit la majorité des matériaux dessus. Là. OK, intéressant. Là, nous, on a connecté qui vend quoi en plus dessus. Fait qu'il y a comme une structure de données à faire. Là. C'est ça qui nous demande le plus de jus en ce moment. OK. Donc, tu as une très belle plateforme. Qu'est-ce que ça prend comme investissement pour adhérer? Ça dépend de ton niveau d'entreprise, maturité numérique, puis vouloir changer. OK. Fait que, tu sais, as-tu du temps à mettre là-dedans, t'as pas de temps à mettre là-dedans. La pire erreur qu'une personne peut faire en transformation numérique, là, c'est vraiment de déléguer cette transformation-là et ne pas inclure son équipe. C'est comme contradictoire, c'est qu'il faut que tout le monde soit impliqué.
Fait que président, VP, gars de chantier, il faut qu'il soit là-dedans. Contremaître, il faut qu'il soit là-dedans. Il faut qu'il comprenne, il faut qu'il puisse donner son opinion, puis il faut prendre tout ça ensemble pour faire le projet. S'il y a juste un groupe de personnes, mettons les gens de chantier, ça ne marchera pas parce que ça ne répondra pas aux besoins après ça du top level ou du mid-level, peu importe. Fait que c'est important d'inclure vraiment tout le monde pour que tout le monde y gagne, dans le fond. C'est fou que tu dis ça parce que j'ai entendu aussi un cas dernièrement que dans cette phase-là de transformation numérique, ça a comme échoué justement parce que la tâche a comme été déléguée à la mauvaise personne. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne personne, c'est tout le monde. C'est toi, en tant que président, tu repars ta business avec une page blanche puis tu n'es pas là pour dire comment tu veux que ça marche. Ça marche pas. Tu me sais ce que je veux dire? Fait que c'est important. Je dis président, ça peut être des VP, mais des gens qui voient le plan stratégique, qui savent qu'ils vont faire une acquisition dans 5 ans, qui savent qu'ils vont s'en aller d'une telle manière. C'est vraiment, vraiment important qu'ils soient là. Autant que lui qui sait quel problème qu'il y a aujourd'hui sur le chantier, ou dans l'usine, ou dans l'entrepôt. Tu me sais ce que je veux dire? Il faut que tout le monde soit là. Par session, par groupe, tout ça. C'est sûr, ça demande un gros investissement de temps et d'argent à faire. Mais tu sais, il y a des modes un peu plus autonomes pour les plus petites entreprises. Ça peut marcher comme ça, ou des entreprises plus matures technologiquement avec le département, qu'on n'est pas tant en mode accompagnement. Il y a une rencontre à toutes les semaines, ainsi de suite. C'est plus, on leur donne accès à la plateforme, on leur donne une formation de base, ils partent, on fait le roadmap avec eux, on les conseille, puis après ça, ils nous reviennent un peu plus aux besoins. As-tu un cas où est-ce que tu es allé de l'avant avec, un client est allé de l'avant avec vraiment ta solution, puis ça a mal tourné à cause de certaines choses, puis qu'est-ce que tu as appris de cette leçon? Il y en a plein. Là, à peu près 1 an et demi, on s'était dit, hey, on va faire un modèle d'implantation autonome. C'était un flop total. Là. Je te dirais, sur les 10 clients qu'on avait signés pour ça, je pense qu'il y en est resté un, puis il a fallu le bouger en mode accompagné. Okay. Pourquoi? Parce que c'était un modèle qui n'est pas prêt à être adapté. Nous, on n'était pas prêts en tant qu'entreprise, de un. On pensait qu'on l'était. Puis la maturité de changer dans l'industrie n'est pas prête non plus. Fait que ça a été un flop total, là, ce côté-là. Ça en est un. Sinon, des entreprises, vraiment, on n'est pas 100% de succès. Là. Il y en a des compagnies que ça n'a pas fonctionné. Souvent, c'est le fit. Ils achètent la plateforme, mais ils ne croient pas à la vision, des choses comme ça. Fait que nous, on tire tout le temps pour aller vers un endroit que l'autre ne croit pas. Fait qu'il peut y avoir la discordance entre tout ça. Puis le majeur, c'est tout le temps les implications des dirigeants qui n'est pas là. À cette heure, on le flag tout de suite, on le dit tout de suite. Dans le cas de cette intégration autonome que tu disais, il y en a un qui est resté sur les 10. Qu'est-ce qui a fait que vraiment lui a poursuivi? J'ai été honnête avec tout le monde. J'ai été le voir, puis je lui ai dit, garde, ça ne marche pas, on s'est planté. Je vais te donner une banque d'heures gratuite pour repasser en mode autonome. Voici le prix que ça coûte plus en mode autonome si on t'accompagne, tout ça. Puis voici les gains. Puis il y avait un fit d'entreprise, fait qu'il a dit oui. Ça. Puis les autres, vraiment, si tu leur proposes ce deal-là, ça a juste... C'est comme la relation était déjà c'est des gens de construction, fait qu'ils ont juste dit c'est fini, puis j'ai même pas eu la chance de leur reparler, mettons. Là. OK, je comprends. Puis comme je te dis, c'est normal que ça ait fait ça, ça allait pas bien, puis c'était vrai, tu me suis. Mais je pense que tu as dit quelque chose qui est super pertinent, c'est pas tout est un succès, puis... Non. Surtout en technologie, je pense que c'est très important. Là, le problème avec les médias sociaux, c'est qu'on voit juste des succès. On voit juste des succès. Tout le monde est à succès. Il y a plein d'erreurs en arrière de ça. C'est genre, t'as failé 99 fois avant de l'avoir comme il faut. Là. Puis comment tu te sens de pouvoir partager justement on va les appeler ces apprentissages-là d'une façon publique, à plus éduquer, parce que je pense que c'est très important. J'ai jamais, en tant que personne, j'ai jamais eu peur de le dire quand il y a de quoi qui marche pas. Je vais te donner un exemple. Je me suis acheté une Tesla, j'ai haï ça, j'aime pas ça une Tesla. Je le dis, c'est tout. J'aime pas ça, j'en rachèterai pas d'autres. Mais ça, c'est une Tesla, c'est quelque chose d'autre. Non, mais je fais juste le dire. Là, il y a des gens, des fois, qui vont dire, ouais, mais c'est rare, les gens là, qui vont dire ça. Ben moi, je le dis tout de suite, là, c'est comme, ah non, j'ai pas aimé ça. C'est pas parce que c'est pas un bon produit, c'est pas fait pour moi, tout simplement, pour l'instant. Ouais. Avec la techno, pas avec la techno, mais avec l'électricité, l'autonomie de batterie, puis toutes ces affaires-là, là. Justement, regarde, moi aussi, moi je suis électrique, puis dernièrement, j'ai juste recontacté le concessionnaire. Je suis comme, OK, c'est quoi, avez-vous une solution plus hybride ou sinon, c'est quoi les options? Parce que, Mais j'ai pas peur, parce que pour revenir à ta question, j'ai pas peur de le dire. Fait que ce que je te parle là du choses autonomes, j'en ai parlé avec mon équipe, j'en ai parlé avec des clients, j'en ai parlé avec le partenaire. Je suis pas arrivé à essayer de dire aux clients, non, j'ai dit, on s'est planté, là, on n'a pas fait la bonne affaire, c'est notre erreur. Là.
Puis c'est quoi la réception quand même tu avoues que tu sais déjà qu'il y a eu des erreurs de notre part? Tu proposes déjà la solution, puis c'est là que ils prennent mal. Il y en a qui le prennent mal, il y en a qui le prennent super bien. C'est tout dépendant de la personne. Tu sais. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, maintenant, à cause de justement, je pense que dans la technologie, c'est super important, tu sais, de fait. Puis, tu sais, dans le cas de technologie, contrairement à, on va dire, le pont. Le pont, il est fait, il est physiquement là. Tu le touches. Celui-là, il est dur de reculer derrière. Toi, au moins, quand, OK, ben, on va recoder certaines choses, puis il n'y a pas eu comme... il n'y a pas un risque de humain, tu sais, vraiment, de sécurité, tu sais, vraiment physique qui peut avoir lieu juste parce que, selon moi, parce qu'il y a eu peut-être un codage qui s'est fait, puis il y a eu une erreur, tu sais, peut-être c'est la perte d'argent. Okay. C'est ça le gros pain puis le gros gain, c'est le gagnant, le gain de temps et d'argent. Puis aujourd'hui, avec la plateforme, où est-ce que tu en es rendu? Tu es rendu comme à quelle version? Plein de versions. On sort des versions toutes les 3 semaines. Ah ouais? Pour ERP, mettons. Ouais. Chain, Chain, ça a été des maquettes. Là, on a le logiciel directement. Là, on a une V1. On a une V1. On va faire une V2 bientôt. Mais ça reste quand même évolutif constamment. On est constamment en train d'évoluer. Là. C'est quelque chose aussi qu'on peut accéder à partir du cellulaire? Comme une version mobile? Oh non. Oui, cellulaire, Apple, whatever, Android, Linux, peu importe. Là. Et c'est quoi les objectifs pour 2026? C'est terminer mon modèle. En fait, le plus large picture, c'est la mise en marché de la Toom Chain commercialement. Mm-hmm. Parce que là, en ce moment, il n'est pas commercial, il est gratuit. Je travaille avec mes clients pour le bout de chain. Là. Puis le côté Atom suite complète, c'est être plus fort à l'international, en Europe, aux États-Unis. C'est quoi ton opinion par rapport à même la situation économique qu'on est en train de passer actuellement? T'sais, ça n'a pas l'air rose. Mm-hmm. Est-ce que c'est rouge? Peut-être. Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Tu veux savoir mon opinion par rapport à pourquoi ou si c'est rouge? Moi, je trouve on peut aller sur le pourquoi après, selon ton opinion. C'est définitivement rouge, puis je pense que c'est des cycles normaux de l'économie puis de la vie en général, même si tu recules dans l'histoire depuis longtemps. En ce moment, il y a eu trop d'argent imprimé, selon moi. Il y a eu trop de gardiennage de la part du gouvernement pour garder des fausses économies en place. Mais en même temps, si on aurait tout laissé cracher, c'est la violence qui vient après ça, les guerres civiles et ces affaires-là. Fait que pour moi, on est définitivement dans un moment marquant dans l'histoire. Là, avec, tu as vu Amazon qui met dehors 14 000 personnes. Ces personnes-là, il faut les nourrir. Il y a comme un concept. Puis il y a le Universal Basic Income, selon moi, qui va apparaître dans les prochaines années. Ce qu'on a discuté juste plus tôt, comme OK, il va y avoir énormément de postes qui vont s'abolir, des nouveaux vont se créer éventuellement. Fait que c'est sûr. Puis la plus grande erreur, je pense, que l'humain a, c'est de penser que le système économique est au service de l'humain. C'est complètement faux, fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. Là. Le système économique n'est pas au service de l'humain. Et comment toi, tu t'adaptes par rapport à justement l'économie, puis admettons ces mauvaises erreurs-là de décisions politiques, on pourrait dire, qui ont eu lieu? Quand tu dis comment je m'adapte, c'est pour ta plateforme, exactement, pour ta business. Fail fast. Genre, toutes les fois où ce que j'ai pas failé fast, je l'ai regretté. Fait que j'essaye de faire marcher de quoi qui marche pas, mettons. Fait que, aussitôt que tu le sens, tu le vois, ça marche pas. Clac! T'as perdu 10 000, t'as perdu 10 000. T'as perdu 100 000, t'as perdu 100 000. Next. Perds pas 1 million. Rentre pas 1 million, comprends-tu? Fait que c'est ça le plus important. Fail fast. Dépêche-toi, bouge. Démonte ta tente. Ah ouais, va monter ta tente ailleurs. Tu me suis? Fait que c'est vraiment ça le plus important selon moi. Là, Tu te sens-tu dans une course contre peut-être d'autres plateformes mondiales où est-ce qu'ils pourraient genre toujours en train de développer? En business, pas avancer, c'est reculer. OK. Fait que je comprends. Reculer, c'est pire. Pas avancer, c'est reculer parce que les autres continuent d'avancer. Toi, tu n'avances pas. Fait que oui, je me sens toujours dans une course, là, effectivement. Mais comme je dis souvent, si on finit pas les premiers au monde pour 2035, au pire, on serait les 2 troisièmes. OK. Je vois l'ambition. J'essaye d'être vraiment le plus gros dans le monde, la première chaîne numérique complètement numérisée dans l'industrie de la construction, puis la plus grosse entreprise de technologie de construction dans le monde en 2035. Puis, tu sais,
c'est super ambitieux ce que tu viens de dire, mais on dirait que au Québec, il y a la capacité de générer ce type d'entreprise-là. Je pense qu'on peut le voir aussi avec nos industries. Puis je serais pas surpris que peut-être ça se réalise, puis je pourrais te le souhaiter énormément. Je me dis, quelque part, si je peux même compter pour lui, ça me ferait plaisir de mettre ça dans mon CV. Contribution, regarde, marketing. Mais regarde, c'est 99% des compagnies fail. Fait que, tu sais, je suis conscient de toutes ces affaires-là. Tu me suis. Fait que... T'as-tu des investisseurs? Non, complètement bootstrap. Bootstrap? Toujours à ce jour, même, ça fait 10 ans maintenant là, que... Ouais. On a des prêts, on réussit à se leverager des prêts, on réussit à avoir des jardins embarqués avec nous autres pour une méga marge de crédit à l'époque énorme pour nous aider à nous financer. Fait que c'est vraiment du cash flow management là, qu'on fait beaucoup. Si tu compliques, tu vois-tu de la friction de la part même des banques dans ce modèle-là de peut-être te donner accès à autant de les banques sont faites pour ne pas perdre d'argent. Oui, exactement. Quand tu tombes à risque, c'est toujours difficile. Mais à date, je pense qu'on a un bon modèle financier, on a un bon... j'ai une très bonne connaissance au niveau fiscalité, finance, fait que ça m'aide beaucoup à naviguer là-dedans. Mais c'est sûr, des fois, je me fais dire non. Des fois, c'est trop risqué, on n'est pas prêt à embarquer là-dedans. Mais j'ai une vision à livrer, puis je sais qu'à un moment donné, je vais arriver à un step que il me faut des investisseurs, j'aurai pas le choix. Là. C'est à quel moment tu penses que tu vas être rendu là? D'après moi, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans, max. J'essaie de l'étirer au max. Oui, exactement. Mais as-tu une raison pour laquelle tu veux l'étirer au max? Genre... Moi, un investisseur, c'est aux 3 mois. Moi, c'est aux 10 ans, 20 ans. OK. Pas le même mindset. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies un investisseur stratégique qui embarque pas pour son trimestre, qui embarque pour le endgame de 2035 avec moi. Fait que t'as-tu déjà commencé à pitch l'idée? On a fait des pitchs, oui, on a fait des pitchs avec des investisseurs, tout ça, mais ça n'a pas marché. Là. OK. Ben justement, je pose ces questions-là parce que, fell fast, tu dis, on perd 10 000, on perd 100 000 parce qu'il y a un investisseur derrière ça. Je suis comme, lui, c'est ça. À quel point, genre, c'est quoi sa tolérance au risque? C'est ça. Ben, mettons, exemple, quand j'ai essayé les projets autonomes, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. De temps et d'argent. Hein? Tu me suis ce que je veux dire? Ben, là, il aurait fallu que j'aille m'expliquer, j'aille m'excuser, j'aille tout ça. Tu me suis ce que je veux dire? Fait que là, je suis encore libre à 100% dans mon entreprise que je peux décider si on tourne à gauche ou on tourne à gauche. Okay. Comme je te dis, c'est le timing. OK, je comprends. Fait que quand même, tu veux te donner, genre, tu es prêt à peut-être risquer pour avoir les gros investissements, mais pouvoir avoir la liberté de, genre... Jusqu'à un certain point, oui, parce que quand je vais atteindre un certain niveau, anyway, même l'investisseur, il ne pourra pas me dire quoi faire. Parce qu'on va être assez mature, on va avoir... Tu sais, on ne sera pas juste une idée. Là. Bon, je ne dis pas qu'on est juste une idée, mais on va être tellement mature comme entreprise, on va générer déjà des profits, on va avoir déjà un bon chiffre d'affaires, tout ça, que l'investisseur, ben là, il ne pourra pas me négocier et essayer de me dire quoi faire, mettons. Je vais le dire de même. Mais tu sais, OK, dans le cas des investisseurs, par exemple, dans le pitch, ça n'a pas fonctionné ou c'est pas que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas adhéré au mindset, je pourrais dire, selon. Non, c'est juste qu'on ne s'entendait pas sur des fois la valo. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Ouais. Là. C'est-tu à cause aussi c'est-tu des investisseurs québécois? Toujours, à date, oui. Est-ce que tu irais pour peut-être des Américains où est-ce qu'ils ont plus une tolérance au risque? Oui. Parce qu'on dirait que... Je serais ouvert à n'importe quel investisseur à travers le monde, ça ne me dérangerait pas. Lui qui fit. Moi, c'est quelqu'un qui fit avec moi puis qui veut la vision, qui veut changer, qui veut amener la vision loin, qui est prêt à embarquer. Souvent, ça, c'est des family office, c'est pas des VC qui font ça. C'est drôle, je connais un family office en ce moment qui tripe sur la AI. Ah ouais. Ouais, mais là, en ce moment, c'est la bulle AI, everything. Tout le monde fait du AI, mais personne n'en fait pour vrai. Fait que nous, c'est plus, on génère de la donnée depuis très longtemps pour nos clients. Puis là, on est en train d'embarquer dans du vrai AI avec des données, là, pas juste une couche ChatGPT par-dessus mon outil. Là, est-ce que vous êtes rentable ou... Oui, on a toujours été... on est rentable, mais on est break-even par choix. Là. OK. Fait que je trouve que c'est quand même bien. J'investis tous mes profits, voilà de même. Parce que je trouve que, tu sais, vraiment, c'est dans la bulle. Je me suis pas acheté une grosse maison, je me suis pas acheté rien. Là, Je vis bien, mais je me suis pas acheté un bateau puis des affaires de même avec mes profits. J'ai réinvesti dans des développeurs, dans la manière autonome. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. C'est des affaires de même. Du R&D, là, ça coûte cher. Là. Ben oui. Fait que je peux à Tom Spin, on l'a refait 4 fois. Combien ça a coûté tout ça? J'aime mieux pas le savoir. Ça a coûté au moins 1 million. Aïe. Mais au moins... En temps indirect, direct, là, je vais à peu près au pouce. Là.
au moins tu as $1 million en avance sur... Ben, au moins, je sais comment pas le faire. Oui, exactement. Je pense que c'est ça les meilleures des choses aussi. Ouais, Là. c'est ça. C'est faire toutes les erreurs. Je pense que Non, c'est mais qui avait dit ça. c'est mauvaise confiance aux mauvaises personnes, des fois. C'est mauvais choix au bon moment de la technologie qu'on a pris, des choses comme ça. OK, intéressant. Mais regarde, Guillaume, en ce moment, genre, il y a tellement d'informations que tu viens de m'en donner. C'est super cool. J'aimerais ça voir vraiment... J'ai continué à faire un suivi du développement parce que ça a l'air super intéressant. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais te donner à toi qui a commencé cette aventure-là, il y a 10 ans? Et admettons, si tu devais faire quelque chose de différent, qu'est-ce que tu aurais fait de différent dans ton parcours depuis que tu as lancé cette aventure-là? Ce que j'aurais fait de différent, c'est que j'aurais failé plus fast. Ah. Ouais, c'est vraiment ça, mon gars. Toutes les fois où ce que ça marchait pas puis que j'ai essayé de faire marcher de quoi qui marche pas, ça n'a pas marché. Tu me suis-tu? Fait Ouais. puis des fois, j'y croyais tellement que j'étais ah non, c'est la bonne personne, c'est la bonne chose, c'est la bonne stratégie, peu importe. Là, c'était quoi? C'est un amalgame de tout ça. Là. C'était vraiment ça. C'est que j'aurais dû dire ah non, c'est pas grave, tire la plug tout de suite. Attends pas dans 2 ans, 1 an, whatever, le nombre de temps. C'est vraiment ça. Moi, toutes mes erreurs d'entrepreneur qui m'ont coûté beaucoup de sous, c'est, mettons, je reprends mon exemple du plan autonome. Je le voyais après 2 clients que ça marchait pas bien. Si j'aurais arrêté à 2, les pertes auraient été beaucoup moins élevées qu'à 10. Bon. Est-ce que tu avais un conflit avec toi-même par rapport à peut-être ton intuition et même ta rationalité émotionnelle, ton EQ puis ton intuition? Peut-être. Je suis pas capable de me diagnostiquer de même, mais c'est sûr que des fois, les personnes, surtout comme moi, qui essaient de créer, d'innover, on croit beaucoup en notre idée, on veut qu'elle marche. Mais quand je te dis fail fast, c'est plus dans la méthode de comment faire arriver mon idée. Mm-hmm. Tu me suis ce que je veux dire? Parce que l'idée, je pense qu'elle est encore là, est encore bonne, mais la manière que je m'y prenais pour l'amener, la personne que je choisissais, tu me suis? Ça, c'est ce Non, je bout-là. comprends. Puis, admettons, je prends ce business-là de podcast, par exemple. J'avais développé un modèle d'affaires en 2023. Je me suis planté en 2023. Mais j'ai jamais questionné le modèle d'affaires. Je me dis, je le sais, c'est lui. Puis C'est la par méthode. défaut, exactement, par défaut, en 2024, le modèle a commencé à fructifier. Mais il a fallu que j'attende 1 an puis que je me plante énormément. Fait que c'est là que je peux peut-être suivre ce que tu veux dire. Non, puis plus tu te dépêches à te planter, puis à être par rapport à ça, pas avoir peur de le dire, c'est là que tu apprends. C'est là que tu bouges vite. D'accord. Puis, non, ça aussi, c'est une autre leçon d'entrepreneur que j'ai réalisée. Gars, question pour toi ici, contrairement concernant genre l'entrepreneuriat. Après une période de temps, moi, ça fait comme 10 ans, là, je suis en business puis tout. Puis quelque chose que je suis venu en réalisation, c'est que si je devais recommencer une business à zéro, je ne le ferais pas. J'aimerais mieux plus réinvestir ou peut-être acheter une entreprise. Est-ce que tu partages cette philosophie-là, étant donné que tu es allé dans une start-up, tu as ouvert une start-up technologique ou est-ce que ça existait Non, moi, pas? j'aime ça. J'aime ça faire ça. Fait que c'est ça ton mindset. Ouais, j'aime ça, pogner des problèmes compliqués, puis essayer de les défaire, puis de les simplifier, puis de rendre ça rentable, puis tout ça. Là, fait que, Même avec l'âge, le temps, tu vois pas. probablement que tu me reparles peut-être dans 5 ans. Je vais dire, OK, c'est fini, mon temps est fait. Là. Mais tu sais, pour là, non. Je suis encore craqué, j'aime bien ça. Ouais. OK, c'est fascinant. Mm. Ben, super. Mais sinon, à quoi on peut s'attendre 2026? J'ai posé la question, mais là, je voudrais voir vraiment pour quelqu'un qui veut adhérer à la plateforme. C'est quoi que genre. Ben, c'est sûr, du côté Atom ERP, on sort notre nouvelle grosse version en mars 2026, avril 2026 à peu près. Tout ce qui est Spin et Atom Chain, on va les commercialiser, donc il va y avoir les interfaces, on va commencer. J'espère avoir notre premier projet Atom Chain, comme je te dis, commercialement en 2026, ce qui veut dire que toute la chaîne d'approvisionnement ou une grande partie de la chaîne d'approvisionnement du chantier va être intégrée. Je pense que c'est un peu ambitieux avec la maturité du domaine, mais quand même, je me fixe ça comme objectif, quitte à le finir en 2027. Au moins, si on peut commencer. Fait que pour Chain, dans le fond, tu as besoin d'un client qui va adhérer au projet. On a déjà des clients qui l'entraînent, puis j'ai déjà des clients qui veulent embarquer, tout ça. Mais ça va être après ça de pogner le bon projet pour le faire, parce que probablement que le premier projet, ça ira pas bien. Fait que là, il faut que tout le monde soit au courant à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement qui est intégrée dans ça. Puis essayer de prévenir le plus possible ça. C'est quoi ce projet-là idéal qui pourrait vraiment accomplir cette étape? C'est sûr, c'est pas un projet public. Ça va être une tour à logement. Si tu veux un 50, un 12, un 100, je sais pas. Mais ça va être un projet comme ça probablement qu'on va faire. OK. Yeah, je garde l'œil ouvert.
Peut-être. Merci. Peut-être dans le portfolio, quelque chose pourrait être intéressant. Sinon, regarde, le 23 avril, EQCO, l'évolution de la construction au Québec. Ouais. Tu vas être parmi nous? Ben sûrement. Écoute, je sais pas où je vais être au mois d'avril. Je sais que j'ai beaucoup de voyages au printemps, automne. Je travel beaucoup. Fait que je sais pas où je vais être au 23, mais c'est sûr, si je peux y aller, je vais y aller. Là, en fait, l'année passée, à première édition, je voulais y aller, puis j'ai été pogné dans le parking tout le long. En meeting, j'ai pas pu rentrer, j'avais une urgence à gérer. J'étais dans le parking. Là. Je voyais tous les chars, puis tous les... Ouais, les Lambo. Ouais, c'est ça, tous les chars dehors, puis je voyais le monde arriver, puis tout ça, puis j'avais le goût d'y aller, mais j'étais vraiment pris sur quelque chose. Fait que, ouais. Priorité. Hein. Ouais. Ben, regarde, pas de problème, gare. On te réserve une place merci pour cette beaucoup. édition. Puis j'espère que cette fois-ci, tu vas pouvoir te rendre à l'espace parce que c'est un bel événement. C'est super cool. C'est suivi par les grands bâtisseurs. Puis ça, c'est encore là, c'était quelque chose de prestigieux. Ouais, absolument. J'avais parlé vite à Jean-Pierre puis à François puis à France. Là, ouais. Jean-Paul puis France. Jean-Paul, ouais, c'est ça. Puis France. Exact. Ben, plaisir, Guillaume. Merci. Merci d'avoir fait le chemin pour cette discussion. Un plaisir. Puis j'espère justement que on va pouvoir allumer l'intérêt de personnes, vraiment, à voir vraiment qu'est-ce qui se passe avec ta plateforme. Ben oui, merci. Ben, merci beaucoup. Hey, Let's go, guys. Il y a aussi podcast. That's it.